Femme médecine, psycho-énergéticienne et formatrice, cette guérisseuse des temps modernes a le don d'empathie et de clair ressenti depuis son enfance. Elle a développé au fil des ans sa clairvoyance et sa clairaudience et accompagne aujourd'hui les personnes en quête de mieux-être, de sens et d'éveil. Comment vivre et se construire avec un don ? Comment se relier à ses alliés et son animal totem ? Comment vivre sa spiritualité et son lien avec la nature ? J'ai le plaisir d'accueillir Corinne Merlot sur Gaillard Média. Bonjour Corinne. Bonjour Émilie. Ravie de te recevoir dans ce podcast. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, nous regardent, est-ce que tu peux te présenter ? Alors je m'appelle Corinne Merlot, je suis réunionnaise, j'ai 42 ans. Je viens d'une famille, j'aime bien répondre à cette question. Dans le chamanisme, on parle de 3 questions, et 3 questions du phénix. Qui tu es, d'où tu viens et où tu vas. Donc qui je suis, voilà, Corinne Merlot, d'où je viens d'une famille très aimante, aussi bien proche qu'élargie, avec des parents et puis des tantes, des cousins et cousines, voilà, très présents, très aimants, très soutenants. Donc j'ai une chance inouïe de faire partie de cette famille d'âmes-là. D'où je viens aussi du côté de ma mère, lignée maternelle, c'est une lignée de médiums et de guérisseurs. Ma grand-mère parlait déjà à sa sœur défunte. Mon grand-père, lui, il était exorciseur, c'était pas son métier, il était comptable, mais on l'appelait, voilà, pour faire des désenvoûtements. Et ma mère a 6 frères et sœurs, ils sont 7 en tout, et j'en ai 4 de tantes, médium guérisseur. Ma sœur, qui a toujours été, elle a 1 an et demi de plus que moi, elle a toujours été très, je dirais, working girl, business girl, très cartésienne, athée. Et il y a 3 ans, ses dons se sont développés du jour au lendemain. Wow. Et donc, sa capacité médiumnique s'est ouverte. Donc maintenant, tous les jours, c'est pas son métier, mais tous les jours, elle parle avec des défunts. Un environnement du milieu énergétique familial, mais complètement en fait, parce que même tes parents proches, mais ta famille éloignée. Oui, j'ai vraiment grandi dans cet environnement-là. Ma mère, elle a refusé le don parce que c'était, on va dire que c'est l'aîné. Il y a un frère avant et elle, c'est l'aîné. Et mon grand-père, quand il faisait les exorcismes, l'emmenait tout le temps. Tu peux refuser un don ? Oui, elle a refusé. Alors, on rentre, j'aime bien parce qu'on rentre directement dans le vif du sujet, mais on peut refuser un don. Oui, on peut refuser un don. Elle a dit, il est hors de question que tu me transmets ce don-là. Elle était tellement traumatisée parce qu'elle allait faire des exorcismes, elle avait 8-9 ans. Donc elle est fermée à ça. D'accord. Elle s'ouvre de plus en plus, un peu grâce à moi, par rapport à ses sœurs, mais c'est un sujet qui l'a toujours effrayée. Et puis moi j'ai grandi là-dedans. J'avais une tante qui venait tous les 3 ans parce qu'elle habitait en métropole et j'étais aussi excitée que curieuse, que flippée par tout ce qu'elle me racontait, mais je jouais avec elle. Elle avait cette capacité où je lui donnais les prénoms de copains que j'aimais bien pour tester, pour savoir si celui-là ça pourrait le faire, comment il était, sa personnalité. Donc moi je jouais beaucoup avec ça. Et puis, quand est arrivé les sujets un peu plus sur les défunts, les entités, j'en avais très peur. Et je pense que j'ai toujours une grande sensibilité, beaucoup d'empathie, beaucoup de clair ressenti depuis mon plus jeune âge. Et puis, à 9 ans, c'est là où moi, j'ai commencé à vraiment ressentir des choses lorsqu'on a déménagé. On a aménagé dans une nouvelle maison à Saint-Paul. Et là, mes premiers contacts, je dirais, avec le monde de l'invisible, s'est manifesté tous les soirs. Ah d'accord, donc c'est ça en fait ton premier contact avec ce monde de l'intangible, si on peut dire ça comme ça. Donc ce sont des visions. Alors moi, ce n'était pas des visions, c'était des ressentis. C'est-à-dire que je les sentais. Physiquement ? Physiquement. D'accord. Je les entendais, donc ils pouvaient... je ne sais pas s'il y en avait plusieurs. Il y avait en tout cas une présence tous les soirs qui pouvait soit souffler dans mon oreille, soit m'appeler par mon prénom, soit me frôler. Et le pire, c'était de sentir cette présence dans mon lit. C'est-à-dire que je sentais vraiment une présence comme si quelqu'un s'asseyait à côté de moi. D'accord. Donc, et est-ce que tu as pu identifier à l'époque, parce que pour avoir vu un petit peu des expériences similaires sur de grands médiums ou de clairvoyants et tout ça, ils disent tiens, c'était ma grand-mère maternelle que je n'avais jamais connue mais que je connaissais en photo. Non. Non, et puis je ne voulais pas.
C'était, moi, à c'était 9 ans. 9 ans, c'était horrible, horrible. Je me souviens pas en avoir parlé avec mes parents. Je sais juste que de mes 9 ans à mes 18 ans, je dormais avec de la lumière. Donc, soit j'avais ma lampe de chevet allumée, soit je demandais la lumière du couloir, mais je n'ai jamais pu dormir sans lumière. Ça me protégeait. Je me disais que la lumière, ils disparaissent, je les sens plus. Donc voilà, mais j'ai coupé quand je suis partie faire mes études en métropole, de mes 18 ans jusqu'à ce que je revienne. C'est sorti de ma vie, mais je n'y pensais même plus. J'avais une vie normale. Et à mon retour, j'ai fait une première formation énergétique en 2004, donc ça remonte à 20 ans. Et là, c'est comme si que les portes s'étaient réouvertes. Et donc, les ressentis sont revenus, les présences sont revenues. Et tu l'as faite à La Réunion, ta formation ? D'accord. Et depuis, c'est toujours là. Alors, aujourd'hui, tu es, si mes souvenirs sont bons, tu es thérapeute psycho-énergéticienne, magnétiseuse aussi, et formatrice de fait. Est-ce que tu pratiques aussi la médiumnité ? Alors, en fait, tout est venu étape par étape. J'ai commencé par des soins énergétiques. Là, j'ai vu que j'avais des capacités, que je ressentais des choses. Et donc, j'avais besoin de questionner. J'étais vraiment dans une démarche un peu scientifique, de me dire, OK, est-ce que ce que je ressens, c'est réel ? Ou est-ce que c'est mon imaginaire ? Est-ce que c'est un coup de chance ? Est-ce que c'est fortuit ? Vraiment, je me posais vraiment la question par rapport à ça. Et donc, je questionnais les clients en disant, voilà, j'ai mal à l'oreille, est-ce que ça vous parle ? J'ai mal à tel endroit, ou je ressens telle chose, est-ce que ça fait sens pour vous ? Et en fait, j'avais tellement de validation que je me disais, OK, au bout d'un moment, la confiance s'est installée, je me suis dit, ce que je ressens, c'est réel. Et puis, au fil du temps, au fil des pratiques, un peu comme quand on fait de la gym et qu'on s'échauffe tous les jours, on s'assouplit, je pense que vraiment, c'est réel, c'est un muscle aussi, la médiumnité ou les capacités extrasensorielles. Plus on pratique, plus ça se développe, plus ça s'ouvre. Et donc, j'ai vu le changement en 2004 et aujourd'hui, il y a 20 ans. Mes soins sont complètement différents, mes ressentis sont différents. Bien sûr. Donc, je continue à faire des soins énergétiques, je continue à faire des massages. Pour moi, en tant que thérapeute holistique, c'est hyper important de prendre la personne dans sa globalité. Bien sûr. Et donc, d'avoir des soins pour le corps physique, des soins pour le corps énergétique, des accompagnements au niveau plus psychologique. Donc, je n'ai cessé de me former durant ces années. Et voilà. Et aujourd'hui, effectivement, je fais beaucoup d'accompagnements psychologiques aussi. Je me suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est des programmations de trauma physique, énergétique, émotionnel. OK. Et je fais aussi des guidances. Voilà. Ça, c'est tout nouveau. Donc, il y a des choses qui sont ouvertes. Je me suis connectée. J'ai eu des messages des personnes en me connectant à leur âme. Donc, voilà, ça vient comme ça. Aujourd'hui, je prends de plus en plus confiance. À chaque fois que c'est nouveau, il y a un temps aussi d'adaptation. D'adaptation. Sûr, comme tout. Le magnétisme, ça fait très peu de temps, même si ça fait 20 ans. Justement, c'est ça que j'allais te demander, puisqu'on a parlé que vers 9 ans, tu avais eu ces premiers ressentis, ces premières présences. À quel moment et comment un petit peu ça s'est passé, ce rapport et ce lien avec le magnétisme, qui, je le rappelle, pour ceux qui l'ignorent, c'est l'imposition des mains en contact ou sans contact aussi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment c'est arrivé ? Je pense que j'ai toujours aimé déjà le contact. Donc les massages, j'ai un ami que j'ai revu il y a quelques années qui me disait « Mais tu te souviens, tu me massais, on était au collège. » Donc moi, le contact a toujours été très, très important. Je ne savais pas à cet âge-là que je pouvais avoir du magnétisme, chose qu'on a tous, qu'on soit clair par rapport à ça. Et je pense que c'est venu pendant mes soins énergétiques, où au-delà de donner de l'énergie et de faire circuler, j'ai commencé à ressentir des choses dans les mains. Et il y a quelques années, j'ai une amie qui est venue, qui était en vacances chez moi et qui se brûle avec le four et qui me dit « Corinne, pose tes mains, fais-moi une imposition ». Et je lui dis « Mais j'arrive pas à couper le feu, je l'ai jamais fait ». Il me fait « Si, tu peux le faire ». Et en fait, je l'ai fait et j'ai senti quelque chose de très différent dans mes mains. Et là, je me suis dit, ah ouais, OK. Et donc, pareil, j'ai expérimenté, d'autres personnes se sont brûlées, des proches. Et là, je me suis dit, OK, donc ça aussi, je peux le faire. Donc là, ça relève un peu plus du barreur de feu, alors. Du barreur de feu, exactement. Et après, voilà, je me suis dit, OK, je vais commencer à communiquer un petit peu par rapport à ça, prendre des gens un peu plus proches ou des clients que je connais sur certaines pathologies, on va dire, qui me semblaient plus faciles de traiter.
Et en fait, j'ai eu des bons résultats et c'est parti comme ça. Oui, parce qu'on le rappelle, hein, tu n'es pas médecin. Voilà, tu ne te subordines pas à un médecin. Exactement. Pour moi, ça, c'est hyper important, effectivement, de le dire. De les le traitements, rappeler. je ne demande pas aux gens d'arrêter leur traitement. Ça, on est d'accord. Voilà, non, c'est une médecine, je dirais, alternative, un accompagnement alternatif qui vient en plus de la médecine traditionnelle allopathique. C'est complémentaire. Voilà. C'est un soutien. Et du coup, tu t'es dit, bah tiens, je vais développer un peu cette part. Et quel ressenti, comment tu le vis toi à ce moment-là, quand tu découvres ces nouvelles capacités, ce nouveau don un petit peu? Chez moi, il y a beaucoup d'excitation. Je suis déjà de nature hyper curieuse, hyper joyeuse. Pour moi, c'est waouh, hein, c'est génial. Je sais faire ça. Donc, au départ, c'est très pur dans l'intention, parce que je vais y revenir. Donc, ouais, c'est de la découverte. J'arrive à faire ça en plus, c'est génial. Et puis, dans le ressenti, hein, par rapport à un soin énergétique, donc avant, c'était très protocolaire, je ne sais pas si ça se dit, protocolisé. Je suis vraiment le protocole à la lettre. Ça a duré quelques années. Et puis ensuite, l'énergie a commencé à circuler. J'ai compris ce que c'était qu'être canal. Donc, je laissais mes mains faire. J'avais vraiment des ressentis très, très physiques de la douleur des personnes, des blocages émotionnels des personnes. Donc, du coup, ça me guidait aussi pendant les soins. Ça me permettait d'aller vraiment précisément là où il y avait un problème. Et par rapport à maintenant, la grande différence, c'est que au niveau de mes paumes de main, je ressens maintenant comme des vortex. Hein. Alors, c'est difficilement descriptible, mais c'est comme si j'avais vraiment un tourbillon. Un tourbillon qui s'ouvrait et qui s'arrête au bon moment. C'est-à-dire que ma main gauche va enlever la douleur ou le blocage. Je sens que ça s'ouvre et je sens vraiment cette aspiration qui est faite. Ça s'arrête quand ça doit être terminé. Et là-dessus, j'ai aucun contrôle. Ça peut durer 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Mais en tout cas, je vais jusqu'au bout de la sensation. C'est-à-dire que je me dis, OK, quand je sens plus et que je sens que ça se ferme, c'est que c'est la fin du soin. C'est la fin pour enlever. Et avec la main droite, par contre, je vais donner. Et donc là, c'est pareil, ça s'ouvre et je sens que ça donne. Et pour le côté barreur de feu, c'est des sensations aussi de chaud et de froid. C'est-à-dire que pour le feu, ça va vraiment être comme si c'était un souffle froid ou aussi froid qu'une cascade, quelque chose vraiment de gelé qui sort. Donc, il y a vraiment une nuance maintenant, aussi bien au niveau des températures que de l'ouverture, que des picotements. Puis comme tu dis, plus tu vas pratiquer, plus tu... C'est dans la répétition, finalement, que se développe... C'est ça. Et puis que moi, je peux aussi donner du sens. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai des frictionnements, des picotements, des fourmillements, ça a des sens différents. Sauf qu'au départ, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne savais pas. Quand je sentais ça, je me disais, ça fonctionne pas, ça veut dire quoi? Et en fait, chaque ressenti chez moi, mais je pense que c'est pour tout le monde pareil, sauf qu'il faut juste le calibrer à ce moment-là en se disant, OK, ça voudra dire ça et ça voudra dire ça. Mais voilà, ça me permet effectivement maintenant d'élargir et de me dire OK, je peux faire ci, ça, enlever comme ci, enlever comme ça. Donc pareil, là, c'est au niveau du magnétisme, il y a des formules. Mais maintenant, j'ai des choses qui me viennent aussi naturellement. Que je peux dire. Ça continue d'évoluer. Et tu t'es formée au magnétisme du coup? Alors, j'ai fait une petite formation en magnétisme pour avoir certaines passes, on va dire. Mais je pense que quand on l'a, les choses viennent naturellement à partir du moment où on le fait avec le cœur, où on peut vraiment se laisser... Je pense qu'il y a vraiment un égrégore qui est là. Donc, je pense qu'il y a des formules qui fonctionnent. Elles ont tellement été répétées et dites de génération en génération que je pense qu'il y a un vrai pouvoir. Maintenant, je pense qu'il faut aussi se laisser guider par les choses qui nous viennent aussi de manière naturelle. Donc, il y a un mix des deux à faire. Un mix des deux. Ouais. Du coup, est-ce que ce métier, parce que tu viens d'une famille justement de magnétiseurs, de guérisseurs, tu nous en parlais tout à l'heure, est-ce que ce métier s'est présenté à toi comme une obligation, c'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire, ça coule de source, je suis obligée d'aller dans cette branche, ou est-ce que...
au début, puisque tu avais des doutes quand même sur... parce que c'est quand même un milieu qui peut être décrié encore, alors un peu moins aujourd'hui, mais il y a 20 ans, c'était encore le cas. Ouais. Est-ce que tu avais des appétences pour d'autres domaines ? Tu te disais, non, je vais être avocate ou tu vois ? Alors, c'est une bonne question. Non, je me sentais absolument pas obligée de rien même. En revanche, j'ai toujours voulu enseigner, donc comme les parents. Ma mère était prof d'anglais, pour moi, c'était une évidence. C'était la seule matière où j'étais plus ou moins bonne. Donc, je me suis dit, je vais faire des études d'anglais. Donc, je suis partie à Montpellier faire des études d'anglais. Je suis revenue pour poursuivre les études. J'ai eu la chance d'expérimenter avant la fin des études ce que c'était que le métier d'enseignant. Ouais. Et donc, j'ai fait 2 ans au primaire et au collège. Et là, je me suis dit, Corinne, 40 ans, tu pourras jamais tenir. Ouais, c'est clair. C'était horrible, j'avais pas la patience. Et le pire, ça a été, parce que je suis dyslexique, donc j'ai vraiment eu des grosses difficultés d'apprentissage. C'est au collège de ma mère, j'avais un élève qui était lui-même dyslexique. Et là, je me suis dit, si déjà avec lui qui est dyslexique, j'arrive pas à me mettre à sa portée, et en gros, il m'agace parce qu'il comprend rien, je pourrais pas faire ça. Donc, si j'ai même pas l'empathie vis-à-vis de quelque chose que moi-même je vis, ça sera terrible. Donc, j'ai arrêté. Et là, j'ai eu une période de flottement qui a duré vraiment quelques mois. Et une de mes tantes avait déjà des instituts ici et elle m'a proposé de venir expérimenter. Okay. Et là, dès le premier jour, même peut-être la première semaine, c'était évident que j'allais faire ça. Donc, je me suis lancée du coup. Donc, une évidence. Oui, une évidence. Ouais. Une évidence. C'était tout de suite les massages, les soins énergétiques, etc. Alors, comme forcément, tu viens d'une famille où tout le monde un petit peu baigne dans le milieu, quand tes proches ont su que toi aussi, tu avais ces dons, j'imagine que ils étaient du coup, comme une continuité finalement. Écoute, mon père est très cartésien, il n'y croit pas du tout. Donc, c'est des sujets qui ont pu être un peu houleux, façon de parler avec mon père, mais j'aime bien le titiller, donc souvent je lui dis ce que je ressens et il souffre de plus en plus, donc maintenant c'est plus lui qui va venir en me disant tiens, j'ai ça ou je ressens ça, est-ce que tu peux me guérir de ça ? Enfin, me guérir, j'entends aussi quand je dis ce terme-là. Est-ce que tu peux m'aider à aller mieux par rapport à tel problème ? Donc ça, c'est au niveau de mon père. Ma mère... je pense qu'elle est encore surprise. Mais ouais, ça fait partie de notre lignée. Donc, donc sans surprise, beaucoup, mais quand même étonnée que sa propre fille, finalement... Ouais, souvent, elle me dit, mais d'où te viennent ces idées-là ? D'où te viennent ces connaissances-là ? D'où te viennent ces savoirs-là ? Il y a des trucs qui sont très intuitifs. Et alors, je pense que oui, ça vient de la lignée. Peut-être que ça vient d'ailleurs aussi. Mais... Oui, ou d'autres vies. Exactement. Ou d'autres vies. Mais ouais, c'est là. Et Est-ce que tu crois au hasard ? Non. Non. Pour toi, tout est écrit, les chemins sont tracés ? Oui. Ouais. Et puis j'ai écrit un livre sur les synchronicités. On en parlera. Ouais, c'est mon dernier livre. Je dis pas que tout est écrit, mais il y a quand même une bonne base. Je pense qu'on doit être là où on doit être, rencontrer les personnes qu'on doit rencontrer, traverser les épreuves qu'on doit traverser. J'ai vécu une année, la pire de ma vie, moi qui me suis toujours sentie très chanceuse en me disant « Waouh, mais j'ai une vie rêvée, réellement ». Et la vie m'a bien ramené les pieds sur terre en me faisant vivre une expérience bien douloureuse. Et en même temps, j'ai pris 1 an pour conscientiser cette expérience et je l'ai... c'est horrible, mais j'ai demandé à vivre ça, quoi. Oui, alors juste... Vas-y. Non, mais consciemment ou inconsciemment, je le formulais. Je me disais que une de mes tantes, qui a des dons pour moi incroyables, a vécu quelque chose de difficile. Et je me suis dit, pour ouvrir ses dons, ses capacités, pour être plus, peut-être qu'il faut vivre des choses difficiles dans la vie. J'avais vraiment cette croyance-là. Et je me disais, mais moi, j'ai rien vécu de difficile. Une famille, encore une fois, aimante, jamais de gros traumas, rien. Et je me suis dit, mais je vais jamais plus me développer si je vis pas des choses dures. Donc, je l'ai attiré. Merci l'univers. Merci l'univers. Donc, alors, je pense qu'on attire vraiment nos expériences.
J'adore parce que du coup, tu anticipes ce que j'avais comme envie de partager avec toi. Quand on est une guérisseuse, comment on fait face aux défis de la vie? Comment on se relève d'épreuves difficiles, compliquées? Apparemment, cette année était compliquée pour toi. Alors, dans quoi tu es allé puiser? Quelles ressources tu es allé chercher? Parce que tu restes avant tout un être humain. Donc, Exactement. Et en même temps... heureusement que j'ai vécu cette épreuve. Parce que, tu vois, pour revenir à une de tes questions, à un de nos échanges précédents, à chaque fois que je réalisais que je réussissais à ressentir telle chose, à traiter tel truc, au-delà de l'excitation, où au départ, je te disais que c'était pur, que c'était un jeu, que c'était de la découverte, de la curiosité, maintenant, je peux faire état. Parce que je ne le voyais pas. Ma mère me le disait, Corinne, t'es en train de changer, mais je le percevais pas comme ça et ça me vexait. Et heureusement, vraiment, que j'ai vécu ça parce que ça m'a vraiment ramené les deux pieds sur terre. C'est-à-dire que j'ai basculé dans une forme de pouvoir en me disant, je peux tout créer. C'est-à-dire que j'ai une facilité qui est réelle de manifester tout ce que je veux. Donc, je veux manifester un livre, je manifeste un oracle, je manifeste un projet de voyage, tout, une rencontre. J'arrivais à tout manifester. Et je pense que vraiment, ce côté créateur qu'on a tous, si on est aligné, vraiment, je veux le dire, on peut tout créer. Mais c'est hyper important de créer en restant vraiment ouvert et de créer avec une ouverture de cœur et pas du tout dans l'ego. Et moi, je pense que j'ai vraiment basculé dans l'ego. On peut l'appeler l'ego spirituel, comme on veut. Mais voilà, donc la vie, là, m'a vraiment ramené les deux pieds sur terre en me montrant que j'étais, mais rien. J'avais envie de plus de notoriété, de plus de reconnaissance, de plus de pouvoir, de plus de dons, de plus. Mais pourquoi ? Et en fait, en perdant la santé, je me suis rendu compte mais qu'il n'y avait rien de plus important et que le reste, mais c'est tellement futile. C'est ça. Tellement peu essentiel. Donc oui, ça m'a recadré. Et alors, dans quoi tu es, sans rentrer dans les détails, on a compris que c'était un problème de santé. Quels outils tu es allé chercher? Parce que tu en maîtrises déjà quelques-uns, un bon nombre, j'imagine, depuis 20 ans d'exercice. Quels nouveaux outils tu as découverts justement pendant cette... J'ai des frissons, c'est un truc de fou. Quels nouveaux outils tu es peut-être allé, découvrir pour te sortir de ce moment-là? Alors, heureusement qu'effectivement, j'avais tous les outils en ma possession et je me dis, mais les personnes qui vivent des chocs émotionnels, des traumas, des maladies et qui n'ont pas ces outils, mais mon Dieu que ça doit être difficile. Vraiment, ça doit être une quête permanente de trouver le bon thérapeute, etc. Donc oui, moi, je me suis arrêtée de travailler du coup plus d'1 an pour vraiment prendre soin de moi. Alors à la base, c'était pas un problème de santé, c'était une expérience chamanique qui m'a amenée beaucoup trop loin. D'accord. Et j'ai touché vraiment à la folie, à des réalisations, à des personnalisations, à des trucs vraiment, vraiment très difficiles. Mais du coup, qui a touché ta santé et qui a touché ma santé. Exactement. Le fait. Exactement. Ouais. Et donc là, pendant 1 an, et je le fais encore, maintenant ça fait vraiment partie de mes rituels, de mes pratiques quotidiennes. Je ne commence pas ma journée sans ça, mais c'est toujours méditation, respiration, yoga, bain froid. Ça peut être... Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, le bain froid. À pas faire quand on est trop stressé, parce que voilà, ça peut être dangereux. Ça peut être des pratiques somatiques. Ça, c'est une des choses que j'ai découvertes. Alors, est-ce que tu peux un peu expliquer pour les gens qui savent pas Les trop? pratiques somatiques, c'est mettre le corps en mouvement. Quand on vit des chocs ou des traumas, c'est hyper important de sortir de sa tête. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à donner du sens, à vouloir comprendre, etc. Sauf que c'est beaucoup trop. Et donc, les chocs, les traumas se cristallisent et s'ancrent dans le corps. Et donc, c'est hyper important, avant de commencer une thérapie, là, c'est mon conseil de thérapeute parce que j'aurais jamais dit ça avant, c'est vraiment descendre dans votre corps, aller vraiment à la rencontre du blocage, des douleurs, etc., pour les libérer, pour ensuite passer à l'étape de la déprogrammation, mais plus au niveau psy. Oui, parce que tout est lié. Tout est lié. Le mental, le corps. Tout est lié. Les émotions, C'est ça. le corps émotionnel.
ces différents corps. Et en tant que thérapeute, je trouve mon expérience enrichissante du coup pour moi-même parce que ça fait des années que je suis des personnes qui ont vécu des traumas, qui vivent des crises d'angoisse, des crises de panique, chose que moi je n'avais jamais vécue de ma vie. Et cette année, je pense que j'ai tout fait. Et je disais aux gens, mais faites telle pratique, faites ci, et revenez, ça fonctionne pas. Et je me disais, mais c'est pas possible, mais ils ne mettent pas du leur, c'est pas possible. Et en fait, non, quand on a vécu des traumas ou des choses aussi intenses, ça ne suffit pas de faire des respirations, voire même ça ne fonctionne pas, les respirations. La méditation, c'est la dernière chose à faire. Il faut vraiment libérer l'émotionnel cristallisé parce que finalement, pour que ton âme ait envie de rester dans ton corps, il faut que tu prennes soin de lui aussi, dans ton corps physique. Exactement. Et le problème avec les personnes R comme moi, c'est que je suis très dans le monde spirituel. C'est très facile pour moi de partir et de capter des trucs. Et j'avais besoin de beaucoup plus d'ancrage. Et ça, l'ancrage, c'est fondamental pour tout le monde. Personne R. Une personne R. Vas-y, tu piques notre curiosité. Dis-nous tout. En Ayurveda, on est composé de différents éléments. Pitta, Vata, exactement, Kapha. Exactement. Donc feu, terre, eau, air. On peut être d'un seul dosha, de 2 doshas. Et donc moi, je suis principalement air. Donc c'est les constitutions comme moi qui sont fines, grandes. Et donc on est beaucoup dans... on peut s'éparpiller, parce que l'air aussi, là, du coup, je ramène au chamanisme. On peut s'éparpiller, on peut avoir 10 000 projets. Et pour manifester, ça peut être difficile. Donc, ça demande vraiment de l'ancrage. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est mon tempérament. Et ça fait 20 ans que j'apprends à m'ancrer régulièrement. Et là, encore plus pour pas partir dans tous les sens. Quelle leçon de vie t'as appris cette année difficile ? S'il devait en ressortir une de leçons. Mon Dieu. Tu sais que je les ai toutes notées. J'en ai une 50aine de leçons. Un livre à venir, je pense. Ah là là, c'est terrible. Si tu devais en tout cas en retenir une ou deux. La plus importante, mais vraiment la plus importante, c'est de rester connecté à son cœur. Je crois que celle-ci, c'est de tout faire avec cœur. Et vraiment de distinguer justement à quel moment les messages viennent de l'ego, à quel moment ça vient du cœur, à quel moment mon comportement est naturel et pur et à quel moment c'est dicté par l'ego. Et vraiment de se questionner avant de dire quelque chose ou avant de faire quelque chose. OK, de quelle partie de moi ça vient ? Est-ce que c'est pur ? Est-ce que c'est lumineux ? Est-ce que c'est pour piquer l'autre ? Est-ce que c'est pour... Mais voilà, c'est d'avoir cet alignement. Parce que plus on reste dans son cœur, plus on s'aligne au tout, à l'univers, et plus on peut manifester de belles choses. Enfin, voilà, je pense que vraiment, plus on est dans le bon, dans le beau, plus on attire le beau, plus on donne, plus on reçoit. Mais ça peut être recevoir du beau comme recevoir du mauvais si on est de l'autre côté. Donc rester en écoute active vis-à-vis de soi-même. Parce qu'on est souvent, on se laisse souvent en second plan, mais rester active par rapport à l'écoute qu'on peut avoir de nos ressentis, finalement. C'est ça. Quand on est guérisseur, magnétiseur, chaman, je dirais reconnu officiellement... pas chaman. Ça, pas hyper chaman. Important. Pas chaman. Alors, je ne suis pas chaman. Ça, c'est hyper important. Guérisseuse, énergéticienne, médium. Ça me va. Pourquoi ? Alors, parce que chaman, c'est vraiment un... Donc là, c'est le sujet de mon tout premier livre. Pour moi, un chaman, en tout cas dans notre compréhension et plus dans la tradition que je suis, un chaman a été désigné par les ancêtres, par les esprits. Il est reconnu par sa tribu et c'est pas lui qui s'autoproclame chaman. Pour moi, ça, c'est hyper important. Et pour avoir rencontré du coup des vrais chamans, parce que j'ai suivi 15 ans d'enseignement avec une vraie chamane d'Arizona, je pense que quand on a rencontré un vrai chaman dans sa vie, on sait qu'on est des humains ordinaires. On peut se dire homme ou femme médecine, parce qu'on l'est tous, on vient tous là avec une médecine, avec des dons. Ça, pour moi, c'est une évidence. Mais les gens pensent que parce qu'ils arrivent à guérir... Alors, j'aime pas ce terme, c'est un peu... Mais parce qu'ils arrivent à donner des soins, à aider les personnes ou à avoir de la clairvision.
Ils pensent que tout de suite, ils sont chamans parce qu'ils arrivent à se connecter avec les mondes. Mais c'est tellement au-delà de ça, quoi. Donc oui, pour moi, vraiment, c'est pas parce que je suis des enseignements que je suis chamane et je le serai jamais. Hein. Quand on est donc du coup guérisseur, thérapeute, énergéticien, médium, est-ce qu'on est forcément un être religieux ? Alors, quand je dis religieux, je ne parle pas père, bonne sœur ou quoi que ce soit, non. Oui. Est-ce qu'on est religieux ? Est-ce qu'on a de fait un lien avec la spiritualité ? Oui. Alors déjà, ça me fait sourire parce que la première, je dis métier, c'est pas un métier, mais vocation, toute première chose que je voulais faire petite, donc là j'avais 6-7 ans, c'était bonne sœur. Je me déguisais en bonne sœur. Énorme. Je mettais une croix, je priais, Et en fait, là, aujourd'hui, c'est pas bonne sœur que je voulais être, c'était symbolique, c'était une représentation, c'était être au service d'eux. Sauf que la seule représentation que j'avais, c'est les bonnes sœurs qu'il y avait dans ma rue, que je voyais petite. Donc oui, pour moi, c'était voilà, je voulais donner, aider, sauver déjà à 6-7 ans. Ma famille n'est pas pratiquante. En revanche, ma grand-mère l'était, donc elle nous a appris toutes les prières. Donc pendant des années, j'ai prié. Je me suis arrêtée des années. Donc religion catholique. Religion catholique. Comme beaucoup, ouais. Avec là, ce que j'ai vécu cette année, j'ai des moments où j'ai reprié. J'ai même fait un pèlerinage à la Vierge Noire. Je ne l'avais jamais fait en me disant, mais mon Dieu, là, il faut vraiment me sortir de là. Donc, je sais que ça, c'est en moi. J'ai un côté très spirituel. Avec les enseignements chamaniques, on prie différemment. Mais on va appeler Wakatanka le grand tout. On va appeler les esprits de la terre, de l'eau, les esprits alliés animaux. Donc, ça a toujours fait partie de mon chemin aussi. Donc, je sais que oui. Du coup, quelle définition tu donnerais à la spiritualité ? Pour moi, c'est la connexion à soi, aux autres et au monde. Si je devais vraiment résumer très simplement. Ouais. C'est vraiment quelle est notre connexion. Si on est connecté à soi, on peut être connecté aux autres. Et si on est connecté aux autres, on est connecté à tous les autres, à tous les êtres vivants. Tout est lié, tout est un et un est tout. Exactement. Du coup, tout à l'heure, tu nous parlais de tes petits rituels un petit peu quotidiens, celui que tu as mis en place suite à ton année difficile. Est-ce que justement, cette part de spiritualité que chacun adopte finalement à sa manière, quelle place elle prend dans ton quotidien ? C'est hyper important. Moi, je suis très rituelle en plus. Donc, ils évoluent avec le temps. Mais au-delà des rituels que j'ai cités le matin pour m'ancrer, pour être bien, avoir un bon état d'esprit, c'est vraiment me conditionner pour avoir déjà passer une bonne journée. Donc ça, c'est déjà hyper important. Et après, j'ai un hôtel chez moi. On a des hôtels, parce que mon chéri est dans le chamanisme aussi bien avant moi. C'est lui qui m'y a amené. Donc, on a des hôtels, on a des cristaux, on a... Donc, se connecter à ces hôtels-là où il peut y avoir des cristaux, il peut y avoir des alliés animaux, il peut y avoir... il y a tellement de choses. Des bougies, de l'encens, mais voilà, c'est une manière de me reconnecter au monde. C'est-à-dire qu'on est tellement en stress, on vit tellement de difficultés, on est tellement ballotté partout, le stress de la société, que d'avoir des rituels ou de sentir qu'on est accompagné par l'invisible, pour moi, c'est hyper important. C'est un refuge pour moi, de me dire qu'il y a mes piliers, il y a ma famille, il y a mon chéri, mais je sais que j'ai aussi mes ancêtres de cœur, de sang, mes alliés des différents mondes qui sont là et qui me guident. Et donc, je sais que quand j'ai une difficulté, quand j'ai un problème, quand j'ai besoin d'une réponse et que je ne la trouve pas en moi, je vais aller questionner ces mondes-là. Donc, du coup, je suis devant mes autels et puis je parle à mes cristaux, je parle à mes pierres, à mes petits totems animaux. On appelle ça se mettre en cercle, en conseil avec ses alliés
et regarder la réponse de chacun, entendre la réponse de chacun. Donc pour moi, ça fait partie de mon quotidien aussi. Pour les personnes qui sont curieuses, parce que tu parles d'animaux totems, d'animaux alliés, s'il y en a qui veulent les trouver, ils font comment? Parce que c'est ça que les gens vont mettre en commentaire. Mais comment on fait? Parce que c'est bien sympa, mais... Alors, j'explique tout dans mon livre. La roue médecine, c'est un monde qui est assez complexe. Il y a plusieurs... Alors, dans la roue médecine, je vais essayer vraiment de simplifier. Ne donne pas tout, parce que le but, c'est qu'ils aillent lire le livre quand même. Mais je donne des pistes. On a plusieurs roues. Les roues, c'est aussi appelé cercle de connaissances, cercle de vie. On a des roues pour le monde humain, des roues pour le monde animal, végétal, minéral. Et dans une roue, il y a des directions cardinales et non cardinales. Et donc, on a un animal totem qui est le centre. Cet animal totem, c'est notre animal central. C'est l'animal qui est connecté à notre âme de vie en vie. Donc, lui, il ne change pas. Cet animal totem, lui, nous est donné par notre chaman. Donc moi, je suis incapable de dire à quiconque quel est son animal totem. De temps en temps, elle nous demande, notre chaman, pour lui, vous voyez quoi? Moi, je ne vois pas. Et après, par contre, les animaux de la roue, ce sont des animaux qui peuvent nous venir soit dans le monde tonal, c'est-à-dire que là, il peut y avoir un papillon qui arrive, ou alors ça peut être dans un rêve, ça peut être une vision. Mais en tout cas, s'il revient régulièrement, voilà, ça peut être un animal allié. Et après, dans les animaux alliés, il y a des animaux de voyage, des animaux qui sont là toute notre vie. Ça dépend du lien qu'on va tisser avec eux. Il y en a qui sont juste là pour nous passer un message et c'est tout. Ça sera pour la journée. Et il y en a d'autres, moi, mes animaux dans ma roue, ils sont là depuis 15 ans, depuis toujours. Mais c'est comme un ami. Est-ce que j'entretiens le lien? Est-ce que je les nourris? Sinon, ils partent. Donc, on doit tout découvrir dans ton livre, La roue médecine. Et alors, justement, parce que tu fais beaucoup référence à des signes, à des animaux que tu peux voir, ce genre de choses. Quand on croise des plumes, est-ce que toi, comme tu t'es dans ce milieu-là, est-ce que tu fais toujours attention à ces signes, les plumes, les grises, les marrons, les trucs? Alors, j'ai pas la symbolique des couleurs. Ça m'a jamais vraiment intéressée. Par contre, je ramasse toutes les plumes. Ouais. Donc, j'ai un bol. Un bol à plumes. Un bol à plumes. Mais réellement, plus des petites boîtes parce qu'il y a les petites plumes et puis les moyennes plumes et les grandes. Ouais. Mais j'ai un bol entier de plumes. Ouais. Je les ramasse en permanence. J'en ai dans mon sac, j'en ai partout, les plumes. Donc voilà, je me dis juste que c'est un clin d'œil. Et quand j'allais mal, oui, je demandais à avoir des plumes blanches. C'était un truc... Est-ce que tu en as eu une? Et j'en ai eu. J'en ai eu. Donc c'était porteur d'espoir. Je me disais, OK, ça va aller. Si tu devais nous donner une citation, un mantra qui t'accompagne dans ton quotidien, que ce soit dans des moments de joie, des moments il y en a, ça va être du carpe diem ou autre, ce serait laquelle? Alors là, moi, depuis un an, là, c'est un pas après l'autre. Je me répète ça. Tipa. Tipa. C'est un pas après l'autre. C'est vraiment... je reviens de tellement loin. Mon Dieu, vraiment, j'ai traversé les enfers, mes enfers. Et je ne voyais pas d'issue, je ne voyais pas la lumière. Vraiment, ça a été terrible. Et je me disais, Corinne, un pas après l'autre, un jour après l'autre. Donc ça a été vraiment une phrase que je me disais régulièrement. Et puis, il y en a une que j'ai écrite partout. Tu ne sais pas à quel point tu es forte jusqu'au jour où être forte est ta seule option. Et cette phrase, je l'ai écrite partout, sur mes miroirs, sur mon frigo. Elle m'accompagnait tout le temps, en me disant « Ok, tu traverses ça, mais parce que tu peux le faire aussi. Ouais. » Parce que ça m'a tellement rendue vulnérable, je me sentais tellement puissante, mais tu n'imagines même pas. J'étais inarrêtable, inatteignable, je pouvais tout créer, tout faire. Et là, je me suis dit « Ok, non, j'ai pris une grosse claque. En termes de mental, ça m'a tué mon mental. » Ouais. Donc c'est une reconstruction, c'est un chemin en me disant ok, je l'ai vécu, c'est pas pour rien. Par contre, il faut tout reconstruire de zéro parce que ça a ébranlé mes fondations, mes croyances, mes convictions. Donc c'est une vraie reconstruction, mais je me dis ok, c'est sur quelque chose, une base qui sera plus saine, moins égotique et plus pure. Mais voilà,
J'ai la force en moi et il faut que je la contacte. Alors, on entend parler la guérisseuse. Moi, j'aimerais savoir, du coup, en tant que femme, comment tu t'es construite avec tout cet univers, alors qui fait partie intrinsèque de toi, puisque c'est toi, mais comment on se construit en tant que femme avec ses possibilités, ses dons. Si en tout cas il y avait Ouais, je me suis jamais posé la question. Ma vie a tellement été simple et fluide. J'ai pas eu ce questionnement-là en me disant en tant que femme comment je me positionne, ou dans mon clan, dans ma famille, avec mes amis, dans la société. Vraiment, je me pose pas la question. Et ta relation avec des hommes, parce que bon, quand on est, on a parlé tout à l'heure, c'est un peu un monde un peu encore malheureusement en 2024 un peu trop décrié, et pourtant il serait temps que tout le monde se réveille et prenne conscience de beaucoup de choses. Et puis la chasse aux sorcières revient. Et oui. Belle, hein. Donc j'ai eu la chance de rencontrer mon chéri qui est là-dedans depuis toujours. Donc, il est paraplégique, il est en fauteuil roulant. Ouais. Il a eu un accident il y a 30 ans de ça. Donc, rapidement, il s'est posé les questions du sens de la vie, de pourquoi il vit ça. C'est quoi son expérience. Il savait à 14 ans qu'il allait avoir cet accident-là et qu'il allait vivre ça parce qu'il avait déjà vécu, bref. Plusieurs vies. Voilà. Et que donc lui, ça faisait aussi partie de son univers. On a beaucoup d'écart d'âge, on a 16 ans d'écart d'âge. Donc il a une expérience évidemment plus grande que la mienne. Et quand je l'ai rencontré, je me suis dit déjà, c'est un homme qui parle. Et qui parle de sujets qui m'intéressent. Il parle de spiritualité. Vous étiez connectés, quoi. On était hyper connectés. Ouais. Et je pense que c'est vraiment une relation d'âme qui est extraordinaire. On est amis, on est complices, Donc non, j'ai de la chance vraiment d'avoir un partenaire qui est là-dedans et qui me comprend. J'aurais pas pu être avec un homme, effectivement, qui n'a pas cette ouverture d'esprit, qui n'est pas... qui est pas dans ce milieu-là, en fait. Même s'il peut être très cartésien, il est psychologue, donc il a un côté quand même très... mais il est quand même très ouvert, il fait beaucoup de rêves et des rêves lucides. Donc voilà, il y a une ouverture qui est là. Et puis lui, sa famille d'âme, autant la mienne, c'est guérisseur, lui, c'est rêveur. Donc, il est du milieu, on se comprend complètement. Tu parlais d'âme à l'instant. En quoi la contemplation de la nature, je ne sais pas quel est ton lien avec la nature, mais en quoi la contemplation de la nature peut nous aider à enrichir notre être et notre âme ? Déjà, pour moi, si je parle de mon expérience, la nature est hyper ressourçante. Moi, quand je vais pas bien, c'est hyper important que j'aille en nature. Mais ça peut être à la plage, parce que je suis très plage. C'est un lieu qui, moi, un des lieux qui me ressource le plus. Ça peut être en forêt, je suis pas très loin du Maïdo. Mais je trouve que c'est un lieu qui amène de la sérénité, du calme. Et je pense que c'est ce dont on a besoin pour être à l'écoute de soi. C'est-à-dire que, encore une fois, le monde dans lequel on vit est tellement bruyant, tellement source de stress, qu'il ne nous aide pas à nous connecter, voire même il nous déconnecte de nous-mêmes et il nous déconnecte des autres. Donc avoir ces temps de ressourcement, de silence seul dans la nature, ça permet vraiment de s'écouter, de se reconnecter à soi, de se reconnecter, pour moi, au monde de l'invisible. Mais juste déjà les oiseaux, avant de partir plus loin, juste d'entendre le chant des oiseaux, Moi, ça m'apaise. Moi, ça m'apaise complètement. Et après, moi, j'ai mes rituels dans la nature, avec les autres mondes. Mais Et justement, quand on est dans ce milieu, est-ce qu'on a tendance à, dès qu'on arrive dans un lieu, on observe les énergies, dès qu'on arrive dans un endroit, on va vouloir faire un petit rituel pour se protéger soi et pourquoi pas aussi protéger les gens chez qui on va Oui. Mais ça fait partie de la base de nos enseignements chamaniques. C'est-à-dire que arriver dans la nature, c'est se présenter. C'est la première des choses. C'est-à-dire que c'est pas notre univers, c'est pas notre lieu de vie. Donc c'est comme si que j'arrivais chez toi et que je m'installais, que je faisais pas un compte avec toi. Donc j'arrive chez d'autres êtres.
Donc, c'est qui je suis. Et encore une fois, qui je suis, d'où je viens et où je vais, je me présente. Et là, pour le coup, avec mon nom de médecine, je rentre vraiment dans la posture de la femme médecine que je suis. Et j'explique mon intention. Pourquoi je viens dans la nature, pourquoi je viens dans la forêt. Qu'est-ce que je viens chercher, l'aide dont j'ai besoin, et puis comment je peux contribuer. C'est pas que prendre, c'est aussi donner. Et donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si tu as répondu à ma question, quand on a accès comme ça au monde de l'invisible, au monde de l'intangible, et qu'on a la facilité, la faculté d'avoir des visions et de voir un peu le beau partout, c'est quoi la beauté pour toi? Ouais, oui, le beau ou pas, parce que moi, étant très sensible aux énergies, que j'ai la capacité effectivement de ressentir des personnes, des lieux, des situations, il y a des lieux où je vais me sentir bien et des lieux pas du tout. Ouais. Mais ça peut être la même chose dans la nature. J'ai acheté un bien avec ma sœur sur Saint-André, donc j'y suis très régulièrement parce qu'on fait des travaux nous-mêmes. Et donc je vais marcher dans la nature là-bas, je vais courir. Il y a des endroits où je me sens pas du tout en sécurité. Ouais. Et c'est pas humain, c'est que là il y a des esprits ou des entités ou en tout cas des êtres dont l'énergie ne correspond pas à la mienne. C'est lourd, ou alors pas forcément lourd, mais ça peut être des élémentaux. Enfin, là on part dans autre chose, mais dont j'ai pas de feeling. Voilà, moi je serais plus fée, je serais plus ondine, je serais plus. Mais je suis pas. Il y a d'autres types d'êtres avec lesquels ça matche pas forcément. Donc oui, donc il y a du beau et du moins beau. Ça veut pas dire qu'ils font du mal. C'est juste que ça matche pas avec mon énergie ou que je me suis pas suffisamment montrée de manière encore une fois pure. Donc il y a de l'appréhension. Enfin, il peut y avoir tellement de choses. Ouais. Et tous ces lieux énergétiques, parce que je crois que sur l'île, il y en a quand même une bonne quinzaine, une bonne vingtaine même. Est-ce que tu y es déjà allée Oui, je suis déjà allée sur des lieux énergétiques, des endroits où je sens vraiment l'énergie pulser. Ouais, des vortex, apparemment, il y en a. Oui, il y en a un à l'étang salé. Mais il y a des forêts. Il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin. Nos forêts sont hyper puissantes énergétiquement. Même le volcan, aller méditer au volcan, c'est hyper On m'a parlé puissant, du python tortue aussi. Oui, le python tortue, ça fait au moins 5 ans que je dois y aller. 5 ans que c'est programmé. Eh bien, écoute, il faut qu'on y aille ensemble alors. Ah, mais il faut absolument. Il faut qu'on y aille ensemble. Il nous faut un guide, donc je l'ai parce que il y a vraiment un passage particulier à faire. Ouais. Donc, ça fait 5 ans que je suis appelée à y aller et à chaque fois, il y a un problème, un désistement. Voilà. Mais écoute, moi, ça fait 2 ans qu'on m'en parle, je me dis, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Bah voilà, il faut s'organiser. C'est qu'on devait le faire ensemble. Mais ouais, non, on a des lieux très puissants. On a des lieux très puissants. Donc, la nature, finalement, on en parlait tout à l'heure, tout est lié, tout est interconnecté. Donc, la nature, de fait partie de ton travail énergétique. Est-ce que tu conseilles à tes consultants, parce que ce n'est pas des patients, puisque tu n'es pas médecin, tes clients, tu leur dis comme ça, allez vous ressourcer dans la nature. Est-ce que ça fait partie des ordonnances? Oui, mais vraiment, moi je donne beaucoup de travail dans mes accompagnements. Ils repartent toujours avec beaucoup de choses à faire. Et ça peut être effectivement une recommandation de se connecter à la nature, d'aller se baigner dans l'eau salée, dans la mer. C'est d'aller juste écouter le chant des oiseaux. Enfin, ouais, pour moi, la nature, mais c'est primordial. On est constitué de la nature. On a ces éléments-là en nous. Et à partir du moment où il y a un des éléments qui est dérégulé, eh ben, c'est toute notre structure aussi qui l'est. Donc, en fonction, je parlais de la constitution air que je suis, il y a des aliments qui sont bons pour moi et des aliments qui vont déréguler mon dosha. Donc, je pense que c'est hyper important de se connaître. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on se connaît peu. On se connaît vraiment peu dans notre constitution même.
au-delà du côté psychologique où de plus en plus de personnes vont voir un psy et que ça devient même presque un phénomène à la mode, mais au-delà de ça, est-ce que je connais mon corps humain, ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon, quelle activité serait la meilleure pour moi, quelle nourriture serait la meilleure pour moi, il y a des choses basiques qu'il faut connaître parce que dans des moments difficiles, ça va être aussi... on va pouvoir s'auto-guérir et aller mieux en allant puiser aussi dans ces ressources-là qui sont naturelles. Et dans les enseignements chamaniques, je trouve ça intéressant parce qu'elle nous apprend à guérir les personnes avec des rituels évidemment très chamaniques. Mais avant toute chose, elle demande aux personnes, est-ce que vous vous êtes traité de manière naturelle ? C'est-à-dire qu'on a la loi naturelle et la loi magique. On ne touche pas à la loi magique tant qu'on n'a pas eu accès, tant qu'on n'a pas tout fait dans la loi naturelle. Et la loi naturelle, c'est l'alimentation, le sport, c'est les médecines traditionnelles, c'est aller faire IRM, scanner, prendre des médicaments s'il y a besoin. Et si vraiment on a tout fait, on bascule dans la loi magique et là, on fait d'autres rituels. Donc pour moi, oui, c'est hyper important de se connecter à la nature et à tout ce qu'elle nous offre pour prendre soin de soi. Ouais. Est-ce que tu as confiance en l'avenir ? Je parle dans une globalité de l'humanité. Parce que on n'est pas dans une période ni une époque très réjouissante. Ouais. Quand on baigne dans le milieu dans lequel tu baignes au quotidien... Il y a des gens qui baignent, mais toi, comme en plus, tu en fais ton métier, je dirais que tu es H24 dedans. Comment tu vois l'avenir ? Alors, j'ai toujours eu une vision de toute façon très positive de la vie. Les injustices, jusqu'à l'année dernière, parce que j'ai vraiment une vie avant-après. C'est tranché. Oui. Avant l'année dernière, les injustices me mettait très en colère. J'étais vraiment... la chamane disait que j'étais une Jeanne d'Arc pourrie parce que j'allais au conflit. J'allais vraiment au combat. Et j'avais vraiment ce sens du sacrifice. Et s'il faut que je meure pour ma patrie, je suis prête à mourir pour ma patrie. Donc, j'avais vraiment cette envie de combattre les injustices, d'aider les pauvres, etc. C'est pas que ça a changé, mais en tout cas, cette expérience m'a permis, dans le côté positif, de nettoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère. Donc, les injustices ne m'atteignent plus du tout de la même façon. Je vois le monde maintenant différemment. Je me dis qu'avec ce que j'ai vu pendant cette cérémonie chamanique, c'est que quand même tout est un jeu. On a choisi cette incarnation, cette réalité, cette terre, ces conflits, on se nourrit de ça. Et j'ai plus envie de me nourrir de ça. C'est-à-dire que j'étais là-dedans. Je regardais les actualités à fond. Vraiment, j'étais... Et en fait, quand j'ai compris, en tout cas par rapport aux visions que j'ai eues, que je peux continuer à essayer de faire bouger les choses, mais ça ne bougera pas. Je suis rien, je ne peux rien faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Mais en tout cas, j'ai pris de la distance. Pour l'instant, je ne suis plus là-dedans. Je ne sais pas comment demain... ce que ça sera, mais en tout cas... Comme une forme de protection aussi. Oui, il y a peut-être une forme de... Mais j'ai l'impression qu'il y a un lâcher-prise. Au-delà de la protection, j'ai l'impression vraiment d'avoir lâché prise sur tout ça et de me dire, je suis venue pour vivre ça. On a créé ça, nous les humains. Et de quelle partie je suis ? Est-ce que j'ai envie de nourrir ça avec colère, avec rage, ou est-ce que je suis plus détachée, je regarde et je fais à mon petit niveau déjà pour moi, mes proches. Et maintenant, j'ai plus basculé là-dedans, je suis plus en manifestation comme je pouvais l'être, où j'étais... Non, je me dis juste que voilà, on a choisi de vivre ça. Advienne que pourra. Ouais, que c'est un jeu et que c'est pas important. Est-ce que tu penses qu'une ouverture des consciences est quand même nécessaire ? Oui. Ouais. C'est évident. C'est évident. Il faut que les gens se rendent compte que à se faire la guerre, et je parle même pas des guerres entre pays, je parle juste des guerres déjà avec les autres et des guerres intérieures. Les guerres d'ego. Si déjà juste on pouvait à son petit niveau se poser la question, ok, je suis en guerre contre quoi ? Contre qui ? Et ça rime à quoi ? Ça sert à quoi ? Enfin,
On est toujours dans cette division-là et on n'a toujours pas compris qu'on n'était qu'un. Ouais. Je suis toi, tu es moi. Ouais. C'est juste, on vient de la même source. Donc, on est constitué de la même chose. On s'est juste divisé en milliards d'êtres humains. Mais on est tous constitués de la même chose et on va tous retourner au même endroit. Ouais. Et, donc, juste avoir conscience de qui on est, mais vraiment dans son essence, pas dans le côté égotique, dans son On y revient, essence. tout est un et tout. Tout est un et un et tout. Ouais, table d'émeraude. Ouais. Écoute Corinne, moi en tout cas j'aimerais parler des heures avec toi. Oui, le temps aussi. passe. Moi j'aimerais qu'on parle un petit peu de... Parce que je pose toujours la question de est-ce que tu as quelqu'un, un auteur ou quelqu'un que tu nous conseillerais d'aller écouter, voir. Mais j'aimerais d'abord qu'on parle de tes livres, puisque tu es praticienne, thérapeute, psycho-énergéticienne, magnétiseuse et tout ça, mais tu écris aussi des livres, tu es auteur. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler ? Oui. Donc, mon tout premier bébé, c'est celui-là, la roue médecine. Ouais. Lève-le un petit peu, comme ça on le voit bien. La carte amérindienne pour trouver son chemin d'éveil. Donc, je l'ai écrit il y a 2 ans. Ouais. C'est aux éditions La Voix Positive, mais c'est Hachette. D'accord. Je crois que je l'ai vu à la librairie Autrement, il me semble. Oui, tout à fait. Je ne fais pas de la pub commerciale, mais moi je l'ai vu là-bas. Mais c'est ça. Mais il est aussi dans les FNAC. Donc, ben voilà. Voilà. Et le dernier livre, c'est Le pouvoir des synchronicités. Donc, c'est la même collection Voix Positive chez Le Lotus et l'Éléphant. Voilà, ça c'est le deuxième. Et le tout dernier, celui de cette année, c'est L'Oracle des esprits alliés. D'accord. Qui reprend un peu le premier livre où on retrouve le monde animal, minéral, végétal et humain. Alors, comment t'es venu ce besoin ? Parce que moi, je pense que c'est un besoin quand on en arrive à l'écriture. Il y a des gens qui mettent 20 ans avant de s'y mettre. Il y en a qui se disent qu'il faudrait qu'ils s'y mettent. Comment t'es venu ce besoin ? Oui, c'est pareil. C'est partie des visions que j'ai eues jeune. Je savais que j'allais écrire un livre. Moi, j'ai beaucoup de visions. Je sais qu'il y a plein de choses qui vont se réaliser. Je vois ma vie. Par contre, je n'ai pas le temps. Mais je savais que ça allait arriver. Et là, c'est une amie, Sarah Divine, qui a écrit dans cette collection-là énormément d'ouvrages. Elle a écrit le tout premier, qui est un best-seller, c'est Les 5 portes de l'intuition. Et on est très amis, elle vient régulièrement à La Réunion. Et donc, c'est elle qui m'a mis en relation en disant « Il cherche quelqu'un pour écrire sur le chamanisme, est-ce que ça te dit ?» Et je n'avais jamais écrit, même si je suis littéraire. Et donc, je me suis dit « Allez, on le fait. » Donc, j'ai écrit La roue médecine. Et puis ensuite, ils cherchaient sur les synchronicités, ils m'ont proposé. J'ai écrit sur les synchronicités. Ça a été compliqué dans le sens où, comme c'est des grosses maisons d'édition, c'est hyper carré, cadré. C'est-à-dire qu'ils m'ont donné 4 mois pour écrire un bouquin. Ce qui est très, très difficile. En tout cas, pour moi, en plus dyslexique, c'est très, très compliqué d'écrire en 4 mois. Donc, j'ai dû arrêter toutes mes activités pour me consacrer qu'à ça, matin, midi, soir, nuit, etc. J'ai pris du plaisir sans prendre du plaisir, pour être vraiment très honnête, et à cause du temps. Parce que j'avais, en tout cas, imaginé que En tout cas, ce que j'aurais aimé, c'était écrire, mais en étant connectée, en prenant mon temps, en canalisant. Et en fait, le temps est tellement restreint que c'était mental. Il fallait que j'écrive et que j'écrive. J'en suis très fière. Ça n'enlève en rien le contenu. Mais voilà, je ne sais pas si je vais réitérer l'expérience. Mais voilà, ça reste une très, très belle expérience. En revanche, ça, j'ai vraiment apprécié. L'oracle des esprits alliés. J'ai une super illustratrice, Camille Bellé, qui m'a fait vraiment des magnifiques illustrations. Donc ça, c'est les pierres. Ça, c'est le monde humain avec... je remettrai les liens de toute façon dans la... Mais ouais, ces illustrations sont juste magnifiques. Magnifiques. Puis la qualité des cartes, dorées et tout, c'est magnifique. C'est un super travail. Donc voilà, comment c'est venu. C'est synchronicité aussi. Et c'est vraiment un des messages forts que tu vois que j'ai envie de transmettre, c'est de dire aux gens, déjà, ayez conscience de vos rêves.
on nous incite pas suffisamment à rêver et à croire en nos rêves. Pour moi, c'est hyper important parce que les rêves, nos rêves vont à un moment donné se manifester si encore une fois on est aligné. Ça, c'est hyper, hyper important de continuer de rêver et de rêver grand. Parce que vraiment, j'en suis, mais l'illustration. Mais ouais, vraiment, jamais j'aurais pensé pouvoir faire tout ce que j'ai fait. Tous les métiers que j'ai voulu faire, je les ai faits. Tout, le moindre rêve, je l'ai réalisé. Donc, c'est possible. Réellement, c'est possible. Et justement, tu me prends ma question. Est-ce qu'il te reste encore un rêve que tu rêverais de réaliser? J'en avais plein. Avec cette année, j'ai déchanté. J'ai vraiment perdu le sens de la vie en me disant mais ça sert à quoi d'avoir ces rêves-là? Enfin, c'est encore égotique. Ça nourrit quoi? Donc, j'ai moins de rêves. En revanche, un des rêves que j'avais depuis au moins une dizaine d'années, ça a été de créer un congrès. Ça, c'est quelque chose que je porte, je pense depuis une bonne dizaine d'années. Un congrès ou un festival. Mais voilà, c'était important pour moi. Et puis, je suis partie dans plein de projets, donc ça n'a pas eu lieu. Et là, ça y est, ça va se manifester. Les rencontres inspirantes. Les rencontres inspirantes, exactement. Vas-y, parle-nous-en. Les rencontres inspirantes, c'est un congrès unique à La Réunion qui ne s'est jamais fait, qui est dédié à la santé globale, au bien-être, à l'épanouissement personnel, au développement spirituel. Et donc, il va se dérouler en mars 2025, les 29 et 30 mars 2025. Je fais venir des experts de métropole. Des pontes, on peut le dire quand même. Luc Baudin, entre autres. Noël Cassan, Marie-Lise Labonté, Lilou Massé, Karine Arsène. Et puis, il va y avoir aussi des experts locaux qui seront présents. Et pendant tout un week-end, samedi et dimanche, les personnes vont assister à des conférences, à un voyage transformateur, parce que c'était pour moi hyper important que les experts délivrent des outils concrets, vraiment des pratiques. Et le thème de cette première édition, c'est stress et anxiété, des clés pour une vie épanouie. Je ne suis pas toute seule sur ce projet. Il y a aussi Olivier Ferrer qui est sur le projet. C'est même lui qui me l'a proposé l'année dernière. Et donc, voilà, c'était une évidence que je réalise enfin ce rêve-là aussi. Donc, je suis hyper heureuse. Vraiment, ça, c'est un gros projet. Donc, pour l'instant, ça accapare tout le reste. Donc, les autres rêves, il y en a bien d'autres, mais ils sont un temps pour chaque chose. Pour le moment. Mais voilà, celui-là, il me prend déjà beaucoup de temps à réaliser, à manifester. Et donc, du coup, si les gens veulent s'inscrire au congrès, c'est possible déjà. Il y a un site internet exactement, sur rencontreinspirante.re. Ok, on le remettra en légende. Et donc, le 29 et 30 mars. Et du coup, la billetterie est déjà ouverte? La billetterie est ouverte. Les places peuvent être achetées directement sur le site. Eh ben, c'est super. Corinne, avant de conclure, ma dernière petite question... Que ça les gaillards dans votre vie aujourd'hui? Je dirais, première chose, la santé. retrouver la santé, ça c'est clair que c'est gaillard. Retrouver un peu de joie parce que j'avais vraiment perdu, donc ça aussi c'est très gaillard. Retrouver de la joie, de la légèreté, de l'envie de rire. Et puis ma famille. J'insiste parce qu'elle m'a tellement aidée et soutenue cette année que c'est le lien est hyper important. Un gaillard sourire, une gaillard famille, une gaillard santé. C'est ça, exactement. C'est top, les gaillards. Merci Corinne Merlot d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Émilie. C'était un plaisir. Merci.